Bienvenue, merci de nous rejoindre dans ce tout petit débat Convainc-moi qui, exceptionnellement ce matin, vous convie à l'international. Nous irons en Guinée-Conakry, au pays d'Alassane Conté. C'est ce dimanche que l'instructeur commando, l'ex-instructeur de la Légion étrangère de l'armée française, commandant du groupement des forces spéciales GFS de l'armée de Guinée, Mamadi Doumbouya a choisi pour arracher le pouvoir à son mentor, puisque c'est Alassane Condé, c'est Alpha Condé, pardon, qui quelques mois plus tôt promouvait ce Mamadi Doumbouya à la tête des forces spéciales, sans jamais penser, bien évidemment, qu'un dimanche 5, qu'un dimanche 5 septembre 2021, eh bien, il pourrait lui arriver de lui arracher le pouvoir au détour d'un putsch, d'un coup de force. Eh bien, c'est fait. Il est aux mains désormais des forces spéciales. Mamadi Doumbouya l'a confirmé ce dimanche, malgré les voix qui se sont élevées, les voix de la communauté internationale, l'ONU qui a fustigé le principe, l'UA, la CEDEAO qui ne partage pas non plus ce coup de force intervenu en Guinée-Conakry. Mais comment en est-on arrivé là? Comment en est-il arrivé là, Mamadi Doumbouya? On en parle ce matin. Et quelles seraient les implications de ce coup de force sur l'économie du pays, la politique du pays et bien évidemment les rapports de la Guinée avec les pays limitrophes? Pour faire l'exercice ce matin, Morgan Metondi Assogba, il est analyste géopolitique. Il a accepté de faire le déplacement sur Glo. Il y est. Bonjour Morgan. Bonjour. Merci de nous avoir concédé le dérangement. Et vous serez avec Olivier Descampos, il est analyste politique. Monsieur Descampos, merci d'avoir fait le déplacement pour nous permettre de mieux comprendre cette situation plus ou moins confuse qui prévaut depuis 24 heures maintenant, ou moins de 24 heures en Guinée-Conakry. Morgane, c'est fait. Je dirais, le fils a brûlé la politique au père. Si pour on la politesse, je veux dire. Oui, si on regarde la différence d'âge qui est au moins de 40 ans, ça se comprend. Mais alors, est-ce qu'on parle d'un fils ici ou on parle effectivement d'un père? Et tout dépend de notre compréhension de ce qu'est un fils et de ce qu'est un père. Dans ce cas spécifique, les liens probables de paternité ne sont pas aussi effectifs lorsqu'on se rend compte que... Mais il y a eu un contrat de confiance. Oui, un contrat de confiance qui a été... rompu ce dimanche. Pas seulement rompu, mais qui a été précipité aussi, mais qui n'est pas resté aussi profond et strict comme on pourrait le penser en matière de confiance, puisque le président Alpha Condé, avec son gouvernement, ont commencé à un moment donné à remettre en cause cette confiance qui existait avec le colonel Mamadi, dès l'instant où ce dernier a voulu accorder une certaine autorité, sinon autonomie, au groupement spécial. Et cela avait déjà suscité un certain détachement du gouvernement. Mais c'est juste que ce détachement n'a pas été ultime pour des raisons assez claires. Pour des raisons claires dans le sens où ce groupement spécial constituait l'âme fatale du gouvernement Condé et donc il ne pouvait se permettre de s'en séparer de cette façon. Alors nous sommes ici face à une situation qui est assez compréhensible dans le sens où d'une façon ou d'une autre la frustration qui semble avoir conduit à cet état de choses était assez visible. Lorsqu'on regarde un article qui a été déjà publié par Abdulrahman Sano, qui fait partie des grands leaders de la société civile en Guinée, déjà le 5 septembre 2019, où il faisait comprendre que la révision de la Constitution pour un troisième mandat allait plus ou moins conduire la Guinée vers une situation
de coup d'État probable. Et ça, c'était en 2019. Et lorsqu'on regarde aussi l'attitude de la communauté internationale, on voit en tête les États-Unis qui s'étaient prononcés largement contre cette révision de la Constitution. On voit la France qui a un rôle plus ou moins capital dans ce pays qu'est la Guinée. Lorsque vous remontez l'histoire et vous appréciez même celui qui semble avoir, disons, porté ce coup fatal à M. Condé, on lui trouve déjà des liens avec la France. Et donc, la France aussi s'était montrée en contre cette révision de la Constitution et ce troisième mandat d'Alpha Condé. Donc c'est une situation ce qui ne dissipe pas pour autant la proximité de Doumbouya avec la France, parce que en effet. Oui. On y vient. Olivier Michel Descampos, une première lecture de cette situation. Alors, la première lecture de cette situation, pour ma part, va d'abord se pencher sur... Je voudrais quand même, avant de démarrer, rappeler certains faits qui me paraissent assez importants. Alors, un État, c'est quoi, hein? Un État, selon les éléments constitutifs, nous avons un territoire, une population et un pouvoir politique organisé et souverain. Alors, qui fonctionne donc selon une architecture bien déterminée. Nous avons un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. Une organisation bien définie. Bien définie. Alors, tout ceci-là repose sur ce que je pourrais dire l'armée. L'armée qui vient en sorte comme la garante donc, de la survie même de l'État. Ce n'est pas pour rien que généralement on dit que le chef de l'État est le chef suprême des armées, c'est-à-dire le dernier recours du chef de l'État ou d'un État, si on doit le dire ainsi, pour venir secourir l'État en question. Parce que dans les missions même régaliennes d'un État et même de l'armée, vous avez la défense du territoire, donc on retrouve la notion de territoire et la protection des populations. Donc défense contre l'ennemi extérieur et protection à l'intérieur des frontières. Ce qui donne donc un rôle assez important à une armée qui, comme je le disais tantôt, est la garante même de la survie d'un État. Alors, lorsque cette armée en vient à se retourner contre l'État, à se retourner contre l'ordre constitutionnel, cela veut dire qu'il y a un problème, qu'il y a un véritable problème, une cassure de cet ordre constitutionnel-là, qu'il faudrait vraiment, donc, sur laquelle il faudrait vraiment se pencher, essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ces faits. Et quand vous l'avez rappelé, cette force, ce colonel, commandant donc de la force spéciale mise en place par le président ou le président déchu lui-même, qui, faut-il quand même le rappeler, est l'unité la plus équipée, la mieux formée de toute l'armée, de toutes les armées guinéennes. Censé rassurer l'État. Censé rassurer l'État, censé protéger l'État. Censé éviter à l'État un tel coup. Éviter justement parce qu'il a mis en place cette force-là, justement parce qu'il craignait depuis un certain nombre d'années. Ça a été toujours la crainte d'Alpha Condé depuis son accession au pouvoir, le renversement, parce que nous savons très bien que ce pays a une tradition de coup d'État ou de renversement de pouvoir, quand bien même ce n'est pas les mêmes conditions. Avec les prédécesseurs, ils étaient déjà décédés, et après il y a eu des coups d'État qui ont été menés après leur décès, mais là, c'est la première fois que nous avons un chef d'État en fonction qui se fait renverser, mais ça a été sa hantise à chaque fois, et cette force-là, la mise en place de cette force-là a été justifiée par cette crainte-là qu'il avait. Et c'est totalement paradoxal de voir aujourd'hui que c'est cette même force-là qui vient le renverser. Et comme je le disais tantôt, cela dénote qu'il y a un problème, une cassure dans la société. Et il est temps donc qu'il faille se pencher résolument sur les soubassements de cette situation politique, et sociale, économique et sécuritaire dans le pays. Avant de poursuivre, il n'y a que l'homme fort actuel, Mamadi Doumbouya, s'oppose à la sémantique de coup d'État ou de putsch. Il préfère le thème action inaugurale. Ce thème, le choix de ce thème se comprend. Il estime que lorsqu'on n'a pas fait des morts, et lorsqu'on est en train de s'élever contre un système qu'on estime être anticonstitutionnel, on ne saurait parler de coup d'État. Vous savez, dans certaines constitutions, il est permis à tout citoyen, dès qu'il sent
et qu'il est convaincu que l'ordre constitutionnel est menacé, de se lever et de le défendre. Et donc, si cette clause est ancrée dans la constitution guinéenne, on comprendrait naturellement qu'il puisse parler de cela. Mais qu'on le veuille ou non, lorsqu'il y a une prise de pouvoir selon la conception commune, qui se fait par un coup de force, qu'il y ait bain de sang ou pas, on parle de coup d'État. Parce que la transition doit être constitutionnelle. Et c'est justement la question que je voulais vous poser. Sommes-nous en face d'un coup de force, d'un pouce, d'un coup d'État? Justement, c'est ce que vous venez de vider la question. Action inaugurale ou non, il y a coup d'État. Il y a un coup de force, oui. Alors, à quoi doit-on s'attendre maintenant en Guinée? Alors, à quoi doit-on s'attendre? Seuls les jours à venir pourront véritablement nous le dire. Quoi qu'il en soit, les dés sont jetés, comme on le dit, et il faudrait maintenant attendre de voir dans les prochains jours quelle sera l'attitude des nouvelles autorités, de nouveaux pouvoirs qui sont en train de se mettre en place, parce qu'un gouvernement de transition... Le nouvel homme fort a très tôt fait d'annoncer déjà les couleurs. Les chefs d'institution, les responsables, les gouverneurs sont déjà conviés à une séance ce jour. Ouais. Donc ça vous dit que... Et cela dénote d'une action... C'est de la promptitude. Préméditée, je dirais même, parce que cette organisation-là vient renforcer même déjà la qualité et le professionnalisme de cette unité spéciale-là. Parce que quand vous voyez un peu ce qui s'est passé dans la journée d'hier, c'est à croire que tout était déjà planifié, prévu, et qu'on attendait juste le bon moment pour opérationnaliser, pour mettre en pratique, en œuvre toute cette machine-là qui devrait aboutir donc à cet nouvel ordre en Guinée. Alors, pour revenir donc à votre préoccupation, à quoi doit-on s'attendre? Comme je le disais tantôt, tout dépendra donc de la poursuite, puisque une rencontre a été prévue aujourd'hui, et il a été fait mention, si vous vous en souvenez bien, que tous ceux qui se mettraient en marge de cette rencontre-là seraient d'office considérés comme des rebelles. Cela veut dire beaucoup, et je pense que c'est la première fois que nous entendons... C'est une menace ouvertement exprimée. Ouverte et assez directe pour dire si vous n'êtes pas... Ça n'a rien d'insidieux. Non, c'est direct. Si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes contre nous et vous serez traités. Et le terme est très fort. Rebelle, une rébellion, c'est pour dire qu'ils seront d'office traqués, mis aux arrêts certainement et écartés de la gestion du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Alors, en dehors de cela, il faut également noter certaines conditions qui ont abouti à ce coup de force, coup d'État, ou peu importe le thème qu'on veut lui donner, c'est-à-dire c'est la situation politique du pays. Alors, dans les prochains jours, on verra également quelle sera l'attitude de ce nouveau pouvoir face aux nombreux prisonniers politiques, nombreux opposants qui sont derrière les barreaux, et quelle sera également la feuille de route qui sera mise en place pour la gestion du pouvoir et la transition qui compte mettre en place. Merci des Campos. Et comme il est de coutume dans de pareilles situations, eh bien, des voix s'élèvent, certains s'offusquent. Est-ce une comédie ou une convention politique? Alors, si vous parlez des voix de la communauté internationale, à savoir la CEDEAO, les Nations Unies, l'Union africaine, certains pays, oui, on est habitué à cela. Et ils sont dans leur droit, parce qu'ils ne sauraient, en tant qu'organisation, encourager un tel événement. Mais ils sont aussi conscients de façon individuelle qu'il s'agit là d'une situation qui est soutenue, qu'on le veuille ou non, par une partie de la population, et donc on dira pas la population. Mais alors, quand vous regardez ce qui s'est passé au Mali, on s'est insurgé contre cela, mais on a fini par admettre le fait que cette situation, parce que cela revient d'abord au peuple malien, et de la même façon, cela revient d'abord au peuple guinéen de résoudre ses affaires internes. Et donc, là, on peut l'appeler une comédie, mais c'est une nécessité administrative. Toutes les institutions, quelles qu'elles soient, même des probables acteurs qui auraient soutenu cette situation-là, parce que pour oser mettre en place un système pareil,
il faut nécessairement avoir des soutiens externes. Et M. Mamadi a certainement des soutiens externes, des États qui ont déjà, dans la machine de préparation, donné leur assentiment pour qu'une telle chose puisse se faire. Mais alors là, ces États ne peuvent pas admettre devant la scène internationale, et donc il y aura ce qu'on pourrait appeler cette comédie-là, mais les jours à venir vont amener la communauté internationale à revoir sa position par rapport à d'éventuelles sanctions. Parce qu'on doit garder en background que ces institutions-là se soucient beaucoup plus de la population normalement que des systèmes dans le fond. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des sanctions qui pourraient mettre en danger la vie des populations en Guinée. Et nous espérons qu'ils vont trouver la formule nécessaire pour amener les auteurs du putsch à, disons, mettre en place un système qui pourrait favoriser leur interaction avec toute la communauté internationale. Doumbouya dit avoir le soutien de toute l'armée guinéenne. N'est-ce pas une quête à la crédibilité de son acte et de toute son équipe? Oui, vous savez, la journée d'hier a été assez riche en déclarations et contre-déclarations parce que tout au long de la journée, nous avons suivi. Et à l'heure-ci, il reste encore une part de doute sur la réelle allégeance de toutes les composantes de l'armée ou de l'armée guinéenne à sa cause et à la cause de son unité. Parce que ne l'oublions pas, c'est une unité assez indépendante. Bien sûr, indépendante voilà, du reste, de l'architecture de défense et de sécurité du pays. Alors lorsqu'il proclame que toute l'armée est de son côté, oui, c'est à prendre avec assez de pincettes et seul, comme on l'a dit déjà tantôt, seuls les jours à venir nous diront exactement parce que jusqu'à présent, il est clair qu'il n'y a pas encore de poche de résistance. Et là encore, cela est un élément intéressant à analyser parce que connaissant la surpuissance, et je pèse bien le mot, la surpuissance parce que ce sont des gens qui disposent des armes les plus sophistiquées qui soient actuellement sur le marché. Alors donc, face à la surpuissance donc, de cette unité spéciale, il sera assez dubitatif que les autres corps d'armée puissent intenter une quelque action de rébellion ou de soulèvement contre cette autorité d'office qui est en train de se mettre en place. Donc, cela reste à observer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Quelle sera l'attitude des autres composantes sur l'étendue du territoire national, parce qu'il a bien précisé que nous, qu'il maîtrise Conakry. Maintenant, voyons voir ce qui se passe dans les autres localités, plus précisément les localités beaucoup plus acquises, donc les Malinqués, encore que lui-même il est Malinqué, donc beaucoup plus acquises et beaucoup plus du côté donc, du pouvoir d'Alpha Condé. Donc tout cela reste à prendre avec beaucoup de pincettes et seuls les jours à venir, les heures à venir nous diront exactement s'il a ou pas le soutien ferme de toutes les composantes de l'armée. C'est vrai que la France a fini par condamner l'acte, mais ça n'a pas été aussi facile, aussi prompt qu'on l'a vu du côté des Nations Unies. Guterres l'a dit aux premières heures de ce putsch. Est-ce qu'une lecture minutieuse, est-ce une stratégie politique que d'attendre d'abord que des voix s'élèvent quand on sait que la France reste le pays formateur de cette grande qualité de putsch qu'a démontré Doumbouya hier? En effet. Vous savez, déjà la France se mettait en contre un certain nombre de décisions d'Alpha Condé. Le torchon brûlait déjà depuis un moment, depuis quelques années, entre la France et Alpha Condé. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que la France traîne à condamner une telle situation parce qu'elle a nécessairement quelques intérêts à ne pas voir M. Condé rester en position. Et donc, la France ne peut pas se permettre de dire ouvertement qu'elle soutient un changement
de gouvernement de cette façon, mais lorsqu'on regarde les récentes déclarations de la France vis-à-vis de ce gouvernement, de ce troisième mandat surtout, on comprend que la France puisse se permettre de prendre du temps avant de se prononcer et pourquoi pas faire partie des États qui vont premièrement commencer par tendre la pêche à ce gouvernement qui vient d'être installé par M. Doumbouya. Mais il me convient de rappeler que M. Doumbouya n'a pas forcément et n'a pas du tout l'allégeance de toutes les forces armées. Vous devez savoir que l'une des actions qu'il a aussi prises, c'est de fermer toutes les frontières. Bien sûr. Parce que si une quelconque partie de l'armée pourrait se mettre en marche contre lui et, disons, aller en contre ce qu'il a initié, c'est bel et bien une partie qui pourrait avoir une base et qui peut se retrouver dans l'un quelconque des pays, parce que vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez la Sierra Leone, vous avez le Sénégal et vous avez le Mali. Et quand on connaît le Mali, avec sa situation, oui, tout peut partir du Mali et venir renverser la situation, puisqu'il n'a pas encore l'effectivité territoriale. Nous sommes dans une situation qui est assez à chaud et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Maintenant, tout va dépendre et certainement des soutiens extérieurs. Vous voyez déjà, vous avez toute une communauté internationale qui semble s'offusquer et être totalement contre ce qui se passe en Guinée. Et donc, ce serait assez facile pour cette communauté ou pour certains chefs d'État des pays limitrophes de soutenir une quelconque initiative qui viserait à rétablir l'ordre considéré comme constitutionnel. Et tout ceci remet en cause encore ce qu'est l'ordre constitutionnel. Quand est-ce qu'on peut parler d'ordre constitutionnel et quand est-ce qu'on peut dire que l'ordre constitutionnel a été rompu? Est-ce que le fait que M. Condé ait révisé la Constitution pour briguer un troisième mandat n'était pas un changement de l'ordre constitutionnel? Est-ce que le fait qu'un certain nombre d'acteurs politiques ont estimé qu'ils ne faisaient pas partie intégrante de ce processus n'était pas une rupture de l'ordre constitutionnel? Est-ce qu'on doit considérer comme rupture de l'ordre constitutionnel seulement lorsqu'il y a intervention d'une force armée? Et vous avez des acteurs comme M. Mo Ibrahim, avec sa fondation, qui estiment qu'on peut parler de coup d'État constitutionnel et que chaque fois qu'un chef d'État décide de réviser la Constitution dans le sens de s'octroyer un autre mandat, on est là en face d'un coup d'État constitutionnel. Et donc, vous voyez, la notion de coup d'État évolue. On pourra définir plus tard des coups d'État non constitutionnels aussi. Alors, dans la suite de ces événements, Morgane, Metonji Assogba, Olivier de Campos, pourra-t-on vraiment se permettre de reprendre ce que disent les détracteurs, que c'est le mandat de trop qui aurait servi le goutte d'eau qui a écrasé le vase? Est-ce qu'on peut prendre cela comme tel? Est-ce l'argument principal où il y a il y a anguilles sous roche, il y a des coulisses que peut-être pardon, nous n'avons pas cerné jusque-là? Naturellement, il y a toujours des coulisses. Il y a beaucoup de coulisses. Doumbouya serait-il aux ordres? Aux ordres, c'est difficile à dire, mais en partenariat... Ce serait vite aller en besogne. Vous savez, on ne fait pas ce genre de travail de soi-même, parce que cela a un coût. Oui. On peut avoir tous les armes, mais on doit préparer ses arrières. Et M. Doumbouya, il a certainement des acteurs de la scène internationale qui sauront faire le jeu de l'extérieur pour lui, afin que le pays ne soit pas asphyxié. Parce que lorsque vous lancez dans une telle démarche et que vous n'avez pas de soutien externe, déjà on peut comprendre une chose certaine, c'est qu'aucun des pays limitrophes n'est dans la dynamique qui est en train de se dérouler actuellement. Enfin, pour le moment. Aucun n'est dans la dynamique, sinon il ne ferait pas la fermeture immédiate et instantanée de toutes les frontières. Sinon, il allait quand même dire, bon, nous sommes dans une dynamique et la sous-région pourrait nous soutenir. Mais certainement... Ce serait risqué. Ce serait très risqué. Et certainement, il a des soutiens d'ailleurs. Puisque l'intégrité territoriale n'est pas encore... Oui, vous savez, la fermeture des frontières, c'est une mesure conservatoire, c'est
obligatoire, c'est essentiel lorsque un tel événement se passe dans un pays. C'est automatique de fermer les frontières pour contenir la situation et sécuriser, peu importe qu'il y ait des soutiens ou pas à l'extérieur. Ça, c'est clair, ça, c'est net. Donc, pour simuler la maîtrise de la situation. La maîtrise de la situation. Et instaurer une sorte de peur. Voilà, en tout cas, pour montrer quand même que... Non, c'est d'abord pour contenir le périmètre. Parce que quand vous laissez les frontières ouvertes, ça suppose que les gens peuvent continuer d'aller et de venir. Alors, qui rentre et qui sort, là, vous ne savez plus. Donc, c'est pour ça, en général, on ferme, on met tout sous scellé. On peut abriter des milices sans s'en rendre compte. Voilà, donc c'est une mesure assez habituelle qui se met en place. Alors, mais pour revenir sur votre préoccupation, alors vous observerez quand même le timing de ce coup de force, parce qu'il est quand même assez surprenant de voir que, bien vrai qu'il y a une crise politique, une crispation politique depuis plusieurs mois. Une crise économique, une morosité béate. Voilà, tout un tas de difficultés pour la population. Mais il faut quand même remarquer que ces derniers mois et ces dernières semaines, la situation politique tendait à une sorte d'apaisement. Et c'est ce qui est assez paradoxal. Apparente peut-être. Apparente, mais qui contrastait fortement avec ce qu'on avait observé en 2020 lors de la révision constitutionnelle, de l'élection et de tout ce qui s'en est suivi. Alors, on se demande alors, quelle est réellement la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase? Parce que vous observez quand même que dans les autres pays, je vais citer par exemple le Mali, il y avait une forte mobilisation de la population, il y avait des revendications, il y avait des manifestations. Mais quelques heures plus tôt en Guinée, rien ne présageait d'un tel événement. C'est ce qui est assez surprenant et qui pousse à se poser plus de questions sur les origines profondes d'un tel coup et d'abord aller chercher réellement qu'est-ce qui aurait été à l'origine, à la base, au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer, à savoir, oui, tout ce qu'on a cité, les problèmes économiques, politiques, la sécurité, et tout ça, quels pourraient être également ces facteurs cachés dont on n'a pas encore connaissance. Mais si c'était si prémédité, Olivier Descampos, notre cher colonel Doumbouya ou d'autres maillons de la société civile n'auraient-ils peut-être pas suscité ou instigé des manifestations, comme vous le disiez tantôt, quitte à faire le terreau, quitte à prouver que voilà, il y a déjà un début de crise. Mais ça aurait mis la puce à l'oreille et sachant que le dirigeant en place a eu une appréhension du coup d'État, il aurait peut-être pris des mesures. Parce que en fait, le climat ne s'y prêtait pas. Ne s'y prêtait pas, tout à fait. N'est-ce pas aussi une stratégie pour pouvoir réussir un tel coup? Le climat s'y prêtait, mais peut-être n'apparaissait pas. Oui. Vous savez, le climat s'y prêtait. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez tous les récents coups d'État, tout est parti d'une contestation par rapport à la Constitution. Justement. Ça, c'est un premier point. Et étant donné que l'analyse évolue, il faut toujours identifier la rupture qui apparaît sociale de l'ordre constitutionnel, comme un indicateur de toute situation non souhaitée. Et déjà, comme je le soulignais, en 2019, on parlait déjà d'une possibilité de se retrouver face à un coup d'État. Justement, vous avez dit 2019. 2019, 2 ans déjà avant. Et maintenant, lorsque vous évoluez et que vous vous rendez compte qu'il y a une nécessité... On en parlait davantage au lendemain de cette présidentielle tant contestée. Exactement. Et quand vous vous rendez compte la calmie a surpris plus d'un. Oui, est-ce qu'on va dire que c'est une surprise? C'est une surprise pour tous ceux qui avaient déjà perçu que c'était consommé. Mais je vous dis, lorsque vous regardez le comportement même du président Condé, qui va créer cette force spéciale, c'est pour dire que lui-même, il est conscient du fait que le danger n'est pas aussi loin, que tout est possible. Et donc, il a besoin de cette force spéciale pour pouvoir assurer ses arrières. Mais il s'avère que les forces spéciales ont été infiltrées comme on l'appelle, un cheval de Troie. Même si la gâchette n'a pas été activée hier, Alpha Condé n'a pas su orienter la gâchette dans un sens. Il n'avait pas la gâchette. Il a décidé de s'offrir l'arme, mais il n'avait pas la gâchette de l'arme. Et donc, la gâchette a été utilisée par ceux qui le tiennent. Et j'avoue qu'on devrait savoir et être convaincu d'un fait très clair, c'est que M. Doumbouya n'a pas agi seul. Et qu'il a certainement des soutiens qui ont compris la logique de son intervention. Et d'ici quelques jours, on le saura. Pour finir, Olivier Descampos, les implications au plan socio-économique dans la sous-région.
Alors, les implications au plan socio-économique dans la sous-région, pour tout de suite, immédiatement, c'est déjà plus de difficultés encore. Déjà, si nous prenons à l'intérieur du pays, c'est une intensification encore, parce que vous savez, quand on rentre dans une phase telle qu'une transition, tout est à l'arrêt. Tout est mis en stand-by et il faut prendre encore du temps pour relancer la machine, pour mettre en place le processus. Donc, c'est déjà un ralentissement de l'économie, un ralentissement de toute l'activité du pays, et en attendant donc des jours meilleurs. Alors, pour la sous-région, les conséquences sont inévitablement liées, parce que ce qui se passe dans un pays, le système est fait de telle sorte que ce qui touche un pays a des conséquences, rejaillit forcément des répercussions sur l'ensemble des pays de la sous-région. Et quand on ajoute à tout cela la situation sécuritaire dans la sous-région, cela laisse à craindre vraiment des jours vraiment pas agréables pour ces pays-là. Donc, il est à souhaiter que la situation puisse être rapidement réglée pour qu'on puisse avancer. Morgane. Oui, la CEDEAO est dans de sérieuses difficultés. Elle est en train de se rendre compte que, parce que vous regardez les 2 dernières années, ça a chauffé dans l'espace CEDEAO, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, ça chauffe dans l'espace CEDEAO. Et donc la CEDEAO est amenée à faire évoluer sa dynamique politique, à faire évoluer les tests, à essayer de s'investir dans une nouvelle dimension d'appréhension des probables crises liées aux tests constitutionnels, parce que cela ne fait que revenir. Qu'est-ce qui est remis en cause? Ce sont les tests, ce sont les élections, et donc la CEDEAO va se mettre dans une logique de révision de ces tests et de son comportement vis-à-vis d'un certain nombre de crises. Doit-on penser peut-être à un retour à la normale? Peut-on craindre le pire pour Doumbouya? Doumbouya pourra-t-il se constituer en, je ne sais pas, responsable numéro 1 de gestion de la transition? Sera-t-il tenté par, tombera-t-il, je dirais, dans l'appétence du pouvoir, un peu comme vous savez, ses prédécesseurs dans ce même exercice? Autant de questions que nous n'aurons plus le temps d'aborder ici sur Matin d'Éden. Mes chers compagnons, on va se retrouver, rassurez-vous, dans l'enjeu politique pour décortiquer davantage. Ce n'est pas tout. Il y a aussi Jacob Zuma qui a été momentanément libéré pour des raisons de santé. Autant de sujets sur lesquels nous aurons le temps de revenir. Rassurez-vous. Merci infiniment pour la disponibilité. Un beau matin pour qui connaît votre emploi du temps. C'était pas grave d'avance. Merci franchement à vous pour la disponibilité et pour nous avoir aidé à mieux appréhender cette situation nébuleuse qui prévaut en Guinée-Conakry.